bienvenue à cette capsule financière. Alors, pour faire suite à notre capsule sur la revue des marchés, celle d'aujourd'hui vise à vous démontrer où on se situe dans le cycle économique selon nous, de quelle façon on se positionne au niveau des portefeuilles en fonction justement des perspectives pour 2020. Alors, sans plus tarder, débutons avec les perspectives. Alors, comme on le sait tous, nous sommes très avancés dans le cycle économique lorsqu'on regarde la longévité depuis le creux de 2009, depuis la dernière récession. Alors, on voit qu'actuellement, le cycle qu'on connaît est en vert. On est rendu à 41 trimestres consécutifs sans récession. Et en même temps, on peut voir qu'on dit moins vigoureux parce que j'ai une économie qui est partie à peu près de 100 $ et qui est autour d'à peu près 125 $ aujourd'hui. Donc, lorsqu'on regarde la vigueur annuelle de ce cycle-là, c'est beaucoup moins vigoureux que ce qu'on a vécu dans le passé avec des cycles qui ont été plus courts. Alors, j'ai des cycles qui ont duré du 30, du 40 trimestres, mais à ce moment-là, on voit que j'avais des économies qui étaient passées d'un creux de 100 $ à du 130, à du 140 %. Donc, encore une fois, la morale de l'histoire, c'est un cycle qui est long peut-être, mais un cycle ne meurt pas de longévité. Alors, c'est de la surchauffe et éventuellement des hausses de taux d'intérêt qui mettent généralement fin à un cycle économique. À ne pas sous-estimer également l'impact, comme je le mentionnais dans notre revue des marchés, des baisses de taux qu'on vient de vivre en 2019. Et lorsqu'on fait le parallèle depuis plusieurs années, on voit ici en bleu les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Encore, quand vous voyez un -3, c'est que les taux ont une baisse de trois baisses consécutives de 0,25. Alors, on voit que à chaque fois que je baisse les taux d'intérêt, parallèlement, j'ai une économie qui vit une reprise. Alors, on le voit, dans le fond, à chacune des périodes. Et si on fait le parallèle avec ce qu'on vient de vivre en 2019, donc j'ai eu 3 baisses de taux d'intérêt et c'est ce qui fait qu'on commence déjà à voir les effets positifs de ça. Donc, encore une fois, je faisais référence à des bûches dans le poêle qui prennent un petit peu de temps avant de réchauffer la pièce. Alors, ce qu'on a eu comme stimulation en 2019 commence à apparaître là, en 2020. On a un indice ou un indicateur qu'on suit d'une des firmes de recherche qu'on achète qui s'appelle le Cornerstone. Alors, un indicateur qui était très fiable au cours des dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque cet indice-là dépasse le niveau de 60, alors rapidement, on s'en va vers une récession qui sont, dans le fond, qualifiées ici par les zones ombragées. Alors, on voit qu'on se dirigeait vraiment vers ce dépassement-là du 60. Et là, on a carrément viré de bord dû au fait qu'on a eu des mesures, comme je le disais, stimulatives dans l'économie. Ceci étant dit, et lorsqu'on regarde où on se situe dans le cycle économique, on n'est certainement pas, la récession est certainement pas derrière nous, elle est beaucoup plus proche là, en avant. Donc, on voit qu'on se situe probablement à quelque part entre le stade avancé du cycle, si c'est pas vers la fin du cycle. Alors, on n'est certainement pas en récession non plus, donc on est dans cette zone-là, ce qui fait que ça nous amène les défis d'investir sur les marchés dans cette fin de cycle-là. Quand on regarde les dernières récessions, la constatation qu'on peut faire, c'est que les marchés financiers ou les marchés boursiers vont atteindre leur sommet 6 mois avant qu'on nous annonce officiellement qu'on vit une récession. Encore une fois, un indicateur précurseur. Et on peut comprendre la logique de ça parce que quand on nous annonce une récession, ça fait déjà 2 trimestres consécutifs qu'on vit de la décroissance de l'économie. Donc, les investisseurs vont anticiper ces baisses-là. Deuxième constat qu'on fait, c'est que, 1 an avant d'avoir atteint ce fameux sommet-là du marché, on voit que c'est très rare qu'on va avoir une période de rendement négatif. Il est arrivé une période où est-ce qu'on a eu à peu près un rendement de -1, mais en moyenne, les marchés augmentent de presque 14 %, plus de 14 % lorsqu'on est justement dans cette dernière année avant le sommet du marché. Alors, on ne peut pas savoir précisément où on est, mais comme on ne voit pas de récession en 2020, on est certainement dans cette période-là à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est un signe positif par rapport à ce qui peut nous attendre en 2020. On ne peut pas ne pas parler de l'élection américaine. Alors, c'est ce qui va vraiment, comme je le disais, dans le fond, qui va créer un peu plus de volatilité. On fait un lien, les 2 facteurs les plus importants pour être capable
de voir si la réélection est possible de notre candidat en poste. Et on peut faire ce lien-là entre la santé de l'économie. Plus je me dirige ici vers la droite, plus j'ai une économie qui est vigoureuse, et également le taux d'approbation de la part de la population au niveau du président. Alors, M. Trump est situé ici à l'heure actuelle. Alors, pour nous, c'est pas un acquis encore, même s'il y a des bonnes probabilités, parce qu'on a une économie quand même qui va bien. Alors, puis quand on regarde les différents sondages, les Américains ont un taux d'approbation favorable à ce qu'il fait d'un point de vue économique. Mais encore une fois, c'est d'autres choses par rapport au reste. Et on est quand même, de façon générale, donc, même si l'économie va bien et qu'on approuve ses politiques économiques, on est quand même sous le taux d'approbation général, même si on approche les 50 % à l'heure actuelle. Alors, on voit que lorsqu'on est dans cette zone-là, il n'y a pas de réélection, alors qu'ici, on est capable d'annoncer le contraire. Qui va remporter l'investiture démocrate? On s'entend que ça a mal parti avec ce qui s'est passé en Iowa. Mais lorsqu'on regarde, parce que l'Iowa, c'est quand même seulement 1 % des délégués, alors lorsqu'on regarde là, le potentiel des plus de 4 000 qui auront à se prononcer, c'est encore M. Biden qui a quand même l'appui majoritaire du parti. Ça peut changer, mais naturellement, c'est quelque chose qu'on va suivre de proche. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde l'ensemble des candidats favoris, et puis notre idée n'est pas de dire si on est pour les républicains ou les démocrates. Notre idée, c'est d'essayer de savoir comment les marchés vont réagir face à l'avancement qu'on va vivre durant les prochains mois. Qu'on regarde l'ensemble des programmes des 4 favoris, on a actuellement un taux d'imposition aux États-Unis, la grosse braquette d'impôt est à peu près à 40 %. Et quand on regarde les différents programmes qui sont actuellement entre les mains des 4 favoris, on parle de faire monter le taux de taxation de 40,4 à entre 52 et 69 %. Alors, c'est sûr que ça, pour les marchés financiers, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, ça reste que c'est pas de la croissance économique qui s'en vient. On s'en vient avec une taxation additionnelle. Et on le voit la même chose au niveau de l'imposition entre autres, du gain en capital puis des revenus de placement. On parle qu'on passerait de 24 % à quelque chose entre 43 et 58. Donc ça, encore une fois, ce qu'il faut déduire de ça, c'est que plus les sondages vont démontrer durant l'année qu'on s'en va vers une victoire républicaine, ça va les rassurer. Plus on s'en va vers une victoire démocrate, les marchés financiers vont être volatiles. Il y a une perception que les marchés financiers performent mieux quand c'est les républicains. Et on peut voir ici que c'est vraiment un mythe parce que dans la réalité, lorsque je regarde tous les mandats électoraux depuis les années 45, on voit que si les marchés boursiers ont fait en moyenne 9 % durant toute cette période-là. Puis quand je décortique les années démocrates, j'arrive à 11 %. Et quand je décortique celle des républicains à 7 %. Donc, d'avoir une présidence, une Maison-Blanche démocrate, là, ça ne nous a pas nuit au niveau de la performance des marchés. Il faut dire que dans le 11 % qu'il y a ici, il y a plusieurs années de Clinton où l'économie fin années 90 roulait énormément, mais ça reste quand même que sur une période aussi longue, ça donne une bonne idée. L'autre constat également qu'on fait par rapport à ça, on voit que c'est la troisième année qui est la meilleure année du cycle présidentiel, celle qu'on vient de vivre. Et on voit que les rendements, dans le fond, est un petit peu au rendez-vous par rapport à ces statistiques-là. Et on voit que la 4e année, celle qui va se terminer là, à la fin de l'année 2020, a été une année beaucoup plus modeste. Là. On parle d'une performance de 6 %, ce qui ne serait pas anormal avec la bonne année qu'on vient de vivre là, sur les marchés financiers. On ne peut pas également ne pas faire référence au coronavirus. Alors, naturellement, on n'a pas toutes les réponses parce que il y a personne qui peut vraiment se prononcer de façon précise. Ce qu'on peut faire, c'est au moins de retourner dans d'autres épidémies pour voir ce qui s'est passé. Celle du SRAS là, de 2003 et celle qui est probablement la meilleure, qui a un impact le plus similaire à ce qu'on voit depuis le début de la crise actuelle ou du virus actuel, de sa propagation. Alors, vous voyez en noir ici comment les marchés boursiers mondiaux ont réagi. Ça, c'est une fin d'à peu près autour de 9 mois. Alors, comment ils ont réagi initialement? Ensuite, on a eu, dans le fond, une certaine reprise. Et en bleu, on voit le marché boursier chinois, naturellement, qui était plus au cœur de la propagation. Et là, on voit que, dans le fond, on a une baisse plus prononcée. Par contre, il y a un rattrapage qui s'est fait dans les 6 mois qui ont suivi, ce qui fait que à la fin de l'année, ce qu'il n'y a pas eu comme croissance économique en début d'année, on l'a eu en fin d'année. Alors, comme on peut s'en douter, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus durement touchés que d'autres.
Mais lorsqu'on regarde durant cette période-là, les ventes au détail en Chine, alors entre le moment qu'on a eu la propagation et que l'Organisation mondiale de la santé nous a officiellement annoncé ce qu'on vivait, alors on a vu vraiment une chute là, des ventes au détail qui s'est reprise par la suite, mais on voit que la pente descendante a quand même continué. Je regarde le taux d'occupation d'un hôtel à Macao. Alors, on peut s'en douter que c'est beaucoup moins achalandé, donc on a une forte diminution. Par contre, on s'est repris par la suite. Même chose au niveau de la compagnie China Airlines, juste pour faire un comparable. On voit qu'on a une forte diminution des revenus, mais ça s'est repris par la suite. Alors, par rapport à ces aspects-là, on peut dire que c'est un bump on the road d'un point de vue financier. Toutefois, le facteur qui nous rend avec beaucoup plus d'inconnus aujourd'hui, c'est que le poids de la Chine dans le PIB, le PIB de la Chine par rapport au PIB mondial, bien, en 2003, c'est à peu près 4 %. Aujourd'hui, on est rendu à 19 %. Donc, ça a beaucoup plus d'importance proportionnellement à ce qui va se passer en Chine. L'autre chose, et avec grande satisfaction, on voit comment le gouvernement chinois a pris des mesures là, exceptionnelles. Mais bien qu'on a peut-être un taux de mortalité qui est plus faible que quand on compare aux SRAS, si on est extrêmement prudent et qu'on a une grande zone d'isolement, bien, ces gens-là consomment moins. Et là, je peux avoir un ralentissement qui est beaucoup plus important. En plus que ça arrive. En 2003, j'avais un marché boursier qui venait de corriger de la crise technologique, là, les baisses des Nortel de ce monde et tout ça, dans une récession. Donc, les marchés étaient peu chèrement évalués. Donc, ça a moins d'impact. Aujourd'hui, j'ai un marché boursier qui est beaucoup plus cher, qui monte depuis beaucoup plus longtemps. Donc, la moindre petite allumette peut avoir des effets beaucoup plus dommageables au niveau des marchés boursiers. Et on voit ici qu'on est en train de vivre une période historique. Le marché boursier a multiplié par 5 depuis mars 2009. La plus longue période comme ça avait été dans les années 50. Donc, encore une fois, on constate que le marché boursier est quand même à des niveaux assez élevés. On regarde cette mesure-là. On regarde également une autre mesure qu'on aime suivre, c'est quel est le poids de l'ensemble de toutes les bourses mondiales par rapport au PIB de la planète. Alors, si par exemple, l'ensemble de toutes les bourses mondiales donne un chiffre de 60 et que l'économie mondiale, le PIB, est de 100 $, donc ça veut dire que les marchés boursiers représentent à peu près 60 % du PIB mondial. Et c'est justement là qu'on est à l'heure actuelle. Donc, après les forts gains, alors les marchés boursiers ont monté plus que le PIB, donc ça prend de plus en plus de place. Et on est revenu au même niveau qu'on avait en 2009. Et même, on s'approche du niveau qu'on a vécu dans la récession de 2003. Donc, encore une fois, on ne suit pas juste une information ou un indice, mais il n'y a pas grand-chose qui nous dit aujourd'hui que les marchés sont peu chers. Les marchés sont très bien évalués. Alors, encore une fois, on a un peu plus de risques là, au niveau de la volatilité que ça peut nous occasionner en 2020. 2019, quand on a vu la croissance, la bonne performance des marchés, quand les marchés boursiers montent, il y a deux choses qui peuvent le justifier. Soit que les entreprises ont augmenté leur profitabilité. Alors, j'ai une entreprise qui faisait 1 milliard de profit en 2018, puis elle fait 1,1 milliard en 2019. Ça justifie que son titre ait augmenté. Toutefois, ça n'a pas été ça l'histoire en 2019. En 2019, les profits des compagnies ont augmenté seulement de 2 %. Alors, pour que le marché ait performé comme ça veut dire qu'on est prêt à payer les mêmes compagnies plus cher. Et c'est un peu la justification du fait que les taux d'intérêt ont baissé, on a réglé la guerre commerciale. Mais durant l'année, à la fin 2018, on payait les compagnies à peu près autour de 16 fois et demi les profits. Les investisseurs sont tombés nerveux quand on annonçait des hausses de taux. On était même seulement prêt à les payer 14,5. Donc, les compagnies faisaient le même argent, même profitabilité, mais on avait simplement plus de prudence dans le niveau d'évaluation qu'on était prêt à faire. Lorsqu'on a vu les baisses de taux, on a recommencé à revenir en payant à peu près les compagnies 16 fois et demi profit. Et avec la guerre commerciale qui s'est un peu mis mis en attente ou en pause, alors là, on a également eu une deuxième hausse qui fait qu'aujourd'hui, les marchés boursiers sont évalués à 18,4 fois les profits. Puis pour les mettre dans le contexte, bien, on constate depuis 10 ans que le marché américain, les investisseurs ont été prêts à payer entre 10 et 19 fois les profits. Donc, à 18,4, c'est clair qu'on est dans le haut de cette fourchette-là. On regarde le marché canadien, beaucoup plus raisonnable. Alors, on est à peu près autour de 15 fois les profits et à peu près dans le milieu ou la médiane de ce qu'on a vécu depuis 10 ans. Au niveau des marchés internationaux, donc beaucoup l'Europe, on est quand même à un niveau plus élevé que la moyenne, mais pas autant que le marché américain. Et même chose au niveau du côté des marchés émergents. Donc,
Pour 2020, on ne pense pas que les investisseurs vont être prêts à payer un multiple plus élevé. Donc, pour que les marchés continuent, il faut que les profits soient au rendez-vous. Il faut qu'il y ait une croissance des profits. Et on pense que c'est ce qui va arriver, alors que toutes les mesures qu'on a mises dans le système, encore une fois, baisse de taux et ainsi de suite, vont stimuler autant les consommateurs que les entreprises. Et on commence à voir que les entreprises avaient une croissance des profits qui n'arrêtait pas de diminuer. Et là, on est en train d'atteindre actuellement une certaine stabilité. Alors ça va nous aider. Dans un contexte comme ça, il faut se rappeler également que si on agit, qu'on investit avec discernement, il y a quand même des secteurs qui sont plus ou moins, dans le fond, évalués. Alors, quand on parle que le marché est à peu près à 18-19 fois les profits, c'est l'ensemble du marché. Mais quand on recule un peu en arrière, puis qu'on repasse l'épisode de la crise technologique et de la récession de 2000 à 2003, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que durant cette période-là, les marchés boursiers, les indices perdaient entre 38 et 63 %. En moyenne d'une récession, on parle de moins 35. Alors, durant cette période, c'était entre moins 38 et moins 63 pour la technologie. Bien, durant la même période, j'avais des investissements en investissant dans des compagnies, des bonnes compagnies qui ont une bonne profitabilité, des titres un peu plus valeurs. On avait des titres comme le CN, Power, certaines compagnies de ressources naturelles qui augmentaient quelque chose entre 1 ou 40 %. Donc, si on investit au bon endroit, il y a un déplacement d'argent qui se fait, alors que si je suis dans Amazon, à X nombre de fois les profits, dans le fond, qui est encore une fois, très chèrement évalué, ma marge de manœuvre peut être, ou la volatilité va être beaucoup plus grande dans ces titres-là, même, encore une fois, si c'est des belles entreprises. Une des questions qu'on se fait souvent poser, c'est après une très bonne année comme ça, 2019, est-ce que statistiquement, on peut encore faire de l'argent dans l'année qui suit? Puis ça nous démontre que depuis les années 1928, lorsque la bourse monte de plus que 25 %, d'abord c'est arrivé 19 fois ça depuis les années 28, qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Bien, en moyenne, les marchés montent à peu près autour de 6 %, la médiane à peu près autour de 8 %. Donc, on a à peu près deux chances sur 3 d'avoir un rendement positif, là, si on se fait ces statistiques-là, par rapport à ce qui s'est passé pour ce qui est de 2020. On aime également suivre ce qu'on appelle le sentiment du marché, donc le sentiment des investisseurs. Alors, on sait que lorsqu'il y a une frénésie de la part de nos investisseurs qui veulent acheter puis tout le monde est positif, souvent c'est parce qu'on est rendu dans un marché qui est trop chèrement évalué. Quand personne veut acheter ou tout le monde est négatif, qu'on a des craintes, bien, c'est souvent caractérisé par un creux de marché. Alors, on appelle ça, dans le fond, le sentiment du marché, qu'on évalue avec différents facteurs. Et ce qu'on peut constater, c'est que en septembre, donc avant le règlement de la guerre commerciale, avant de voir les effets positifs des baisses de taux, en septembre 2019, on avait en moyenne, un sentiment du marché qui était quand même assez pessimiste. Et on voit que dans ces périodes-là, ici, vous avez le marché boursier en bleu. Alors, on voit que quand on vit des périodes comme ça de pessimisme, souvent, c'est près d'un creux de marché, puis le marché va récupérer ensuite. On avait vécu ça également en 2018, en décembre. Le marché avait descendu, pessimiste extrême, puis après ça, on s'est récupéré. Alors ça, c'était la photo en septembre. Les photos changent vite. En janvier, avec tous les éléments positifs que j'ai mentionnés, là, maintenant, il n'y a plus de problème. Les investisseurs sont rendus très positifs et là, on est rendu à un niveau ou à un facteur de 93. Alors là, c'est le contraire. Ça nous amène à avoir un peu de prudence. On voit encore une fois, quand on est dans ces zones vertes-là, que souvent, c'est caractérisé par un marché qui est quand même assez élevé puis qu'il y a des baisses par la suite. Alors, on avait atteint ça, dans le fond, en janvier. Et finalement, avec le coronavirus, alors ça nous a ramené un certain équilibre aujourd'hui. Alors que là, oui, il y a eu des baisses de marché en fin janvier, début février, qui sont causées par une crainte, mais probablement aussi parce que n'importe quelle étincelle rendue à un niveau qu'on était aurait pu faire descendre les marchés. Donc, il faut garder ça un peu en perspective, là. Alors, c'est dur de se prononcer par rapport à l'effet de contagion qu'aura l'épidémie qui, si elle vire en pandémie, mais ça demeure quand même que les marchés étaient dus pour avoir un certain recul. Alors finalement, lorsqu'on regarde les principaux risques économiques pour 2020, il y a des risques qui peuvent être, dans le fond, sous-évalués, d'autres risques sont peut-être surévalués. Quand on regarde les choses qui peuvent aller plus mal qu'estimées, eh bien, peut-être qu'on est plus loin dans le cycle économique qu'on le pense. Peut-être qu'on a déjà commencé à vivre, on est dans la dernière phase, puis on est tout près de la récession. Encore une fois, je parlais des dettes, les dettes américaines, les dettes mondiales qui
de par l'ensemble de la stimulation, sont quand même de plus en plus élevés. Dans les choses qui pourraient nous surprendre positivement, le protectionnisme, peut-être que la phase 2 qui arrivera de la guerre commerciale va être encore meilleure qu'anticipée. Probablement que le fait qu'il n'y aura aucune hausse de taux, ça va aider l'économie. On verra vraiment les effets positifs. Donc, au net, il y a presque autant de risques que ça peut aller dans une direction ou dans une autre. Alors, encore une fois, toujours d'agir avec discernement et prudence. Donc, en conclusion, on voit une modeste reprise en 2020 avec l'ensemble des mesures de stimulation. Il faut faire attention. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. Est-ce qu'on devra, dans 1 an et demi, dans 2 ans, peut-être compenser le fait qu'on ne les a pas augmentés s'il y a de l'inflation dans le système? Ça, c'est un scénario que peu de gens ont sur la table. Alors, on pourrait vivre de l'inflation éventuellement, là, un retour de l'inflation peut-être dans 1 an et demi, dans 2 ans. La politique monétaire, comme on le disait, va favoriser une reprise au niveau des bénéfices. Alors, le principal risque, c'est vraiment que l'économie ralentisse davantage et que les mesures ne soient pas suffisantes. Et naturellement, on a parlé des élections américaines. Tout ça mis ensemble fait qu'au niveau de nos stratégies, au niveau des obligations, donc on essaie d'avoir une durée, donc une longévité des obligations plus courte. On a vu que quand les taux d'intérêt augmentent ou diminuent, plus j'ai des obligations à long terme, plus je vais vivre un effet de levier important. Donc, comme on a plus de chances d'avoir des hausses de taux peut-être certainement avant la fin du cycle, alors c'est important d'avoir un portefeuille d'obligations plus prudent. Il y a des bonnes chances, encore une fois, à moins qu'on ait une propagation de la pandémie, que les actions vont battre les obligations. Alors, on a un certain vent de face là, avec les taux d'intérêt auxquels on est actuellement par rapport aux obligations. Alors, cette récession-là, pour nous, est retardée. Alors, on parle beaucoup plus de 2021. Là. Et puis, on voit la relation risque-rendement meilleure actuellement sur la bourse canadienne et sur les bourses internationales, bien qu'au niveau du marché boursier américain, lorsqu'on exclut le secteur de la technologie, il y a quand même des belles entreprises actuellement qui nous offrent une belle relation risque-rendement. Alors, ça fait un peu le tour de nos perspectives pour 2020. Comme d'habitude, on va revenir à peu près au mois de mai pour faire un peu une mise à jour de ces stratégies-là, en espérant que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quelque information que ce soit. Merci et bonne fin de journée.